Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau débat des contrepoints de la santé avec Pascal Morel et Renaud Degas. Le moment est un peu particulier, c'est un euphémisme, comme suspendu au résultat du deuxième tour des élections législatives et la nomination d'un nouveau gouvernement. La santé est au cœur de la problématique du moment. La santé est l'une des principales préoccupations des Français, mais la santé a été peu abordée au cours de la campagne du premier tour. Or, la santé est un élément fondamental de la cohésion sociale. Elle est au cœur des politiques publiques et du sentiment d'abandon de certains de nos compatriotes, sentiment qui alimente le vote pour le Rassemblement national. Comment analyser cette situation par le prisme de la santé et bien sûr au-delà? Quelles sont les responsabilités de chacun, les pouvoirs publics, les professionnels de santé et aussi les patients et les citoyens? Quelles sont les conséquences pour l'organisation de la santé? Finalement, ne faut-il pas revoir le principe de service public et de l'État social et son organisation en matière de santé au sein de chaque territoire pour plus d'efficacité des politiques publiques? La situation est aujourd'hui particulièrement périlleuse. Pour en débattre, et merci d'avoir accepté notre invitation, Guillaume Bailly, par ordre alphabétique, président de l'ISNI, l'intersyndicat national des internes, Rachel Baucher, qui est psychiatre, présidente de l'intersyndicat national des praticiens hospitaliers et aussi ancienne élue locale à Nantes, Karine Bréau, enseignante-chercheuse à Sciences Po, Odile Peixoto, qu'on connaît bien, qui est là, directrice de BVA Santé, Emmanuel Ruche, ancien président de la Société française de santé publique, SFSP, qui a publié un communiqué remarqué le 21 juin dernier, « Élection, garantir que la solidarité continue de guider notre société ». Cette émission a été enregistrée mardi 2 juillet dans la matinée à Paris, au café Solferino, à 2 pas de l'Assemblée nationale. Merci à nos partenaires, BVA, Groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et CARE. Pascal, à toi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, Philippe a bien raison. La santé est un sujet très, très politique. Et donc, nous allons entamer cette conversation, comme d'ailleurs nous le faisons très souvent. Hein. Nous abordons très souvent les questions de politique de santé, mais qui veut dire aussi des questions qui touchent à la recherche, qui touchent à la solidarité, qui touchent à l'organisation de l'État social et évidemment à la santé publique. Alors, nous avons bien repéré effectivement qu'il y a eu, avant le premier tour des élections, dimanche dernier, et en attente dans moins d'une semaine, du deuxième tour, des résultats du deuxième tour des législatives, on a bien repéré qu'il y avait plusieurs groupes, des syndicats, des organisations qui ont témoigné. Hein, on a vu aussi d'ailleurs celles et ceux qui ne l'ont pas fait. Donc on a repéré autant les cris assourdissants que les silences. Des noms qui ne l'ont pas fait. Philippe, Emmanuel Ruche, effectivement, vous avez le 21 juin, Philippe le dit, écrit une tribune, hein, je crois, garantir que la solidarité continue de guider notre société. On a envie de vous demander d'abord pourquoi, et puis on demandera un petit peu ça à l'ensemble de nos amis invités ici, pourquoi vous avez pris cette initiative. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourrait y avoir des menaces pour la santé publique, pour la solidarité, pour l'État social, qui nous a guidés depuis 1945? En fait, dans ce moment effectivement tendu un petit peu en termes politiques, il nous a semblé important de rappeler un certain nombre de points autour de la santé étant relativement peu présente du débat actuellement. Et donc, en 3 points très rapidement, rappeler que la santé de chacun dépend de la santé des autres, et donc il y a un principe de solidarité à maintenir dans l'organisation du système de santé et dans la couverture assurance maladie de tout à chacun qui réside sur le territoire français. Et donc ça, c'est particulièrement important. On a la chance d'avoir une assurance maladie relativement universelle, et on le reverra peut-être par rapport au sondage que vous avez fait. Il y a des éléments très intéressants à l'intérieur, et donc nous continuons à plaider pour cette couverture assurance maladie aussi large que possible, ce qui induit également un soutien au dispositif de l'aide médicale d'État, qui est pour nous un élément important dans la protection de la santé de la population. Le deuxième point, c'est tous les soignants, vous le savez, toutes les personnes qui sont dans le soin, qu'il s'agisse d'un médecin, d'un kinésithérapeute, d'un chirurgien dentiste, d'une auxiliaire de vie, d'un auxiliaire de vie, etc., d'un aide-soignant, etc. Dans le soin, on ne peut pas faire de discrimination.
Donc il est très important qu'on rappelle le principe de non-discrimination dans l'accompagnement des personnes auxquelles nous assurons des soins. Le troisième point, c'est que les politiques de santé doivent s'appuyer sur les données issues de la science. Et ça nous semble aussi un troisième point à rappeler. Nous appuyons pour développer l'organisation du système de santé, les politiques de santé, sur les données scientifiquement établies. Et ça nous semble un enjeu à rappeler aux politiques qui viendront la semaine prochaine au ministère de la Santé. Oui, on va demander, on va regarder tous ces points, effectivement, on les verra de manière sans doute approfondie, notamment effectivement l'aide médicale d'État ou la recherche. Pour autant, quand les résultats sont ceux que nous connaissons, il faut dire les choses telles quelles, c'est-à-dire une grande partie des Français ont voté pour des extrêmes, est-ce que cette diabolisation, finalement, est-elle aussi valable, puisque dans le fond, ces décisions, enfin en tout cas ces positions ont été prises par, peut-être pas une majorité des Français, mais enfin un grand nombre de nos concitoyens. Alors vous évoquez la notion... Ce que vous dites, c'est-à-dire en fait les craintes que vous émettez. Ah ben, c'est simplement plutôt que des craintes, le rappel d'un certain nombre de mesures qui sont nécessaires pour la protection de la santé de la population française, en fait, qui réside sur le territoire français. Après, les craintes, entre guillemets... Enfin, si vous dites ça, c'est que si vous avez des craintes, c'est que vous avez quand même, vous appuyez sur des... Si je reprends, par exemple, le dispositif de l'aide médicale d'État, qui a fait l'objet de beaucoup de rapports de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des affaires sociales, de l'ensemble d'un certain nombre d'instances de démocratie en santé et de la Société française de santé publique, bien sûr que ça fait un certain nombre d'années que ce dispositif est attaqué, mis en difficulté, alors qu'il nous semble un élément parmi d'autres. Il ne s'agit pas forcément de focaliser sur ce point-là. Je prends cet exemple-là parce qu'il est illustratif de l'importance d'assurer une assurance maladie sur l'ensemble de la population qui réside sur les territoires français. C'est une garantie de la santé des autres citoyens. On va en reparler, l'AME. Ce qu'on vous propose avec Pascal, c'est très rapidement de vous écouter, Rachel Bochet, et puis ensuite on écoutera les résultats du sondage. Qu'est-ce que dit ce moment pour la santé? Quelles sont les craintes? Quels sont les espoirs, s'il y en a? Comment vous réagissez par rapport à la situation du point de vue de la santé? Philippe Leduc de m'avoir invité. Moi, je dirais la première chose, c'est la fameuse formule de Knock. Rachel. Dans le triomphe de la médecine, c'est un individu bien portant est un malade qui s'ignore. Aujourd'hui, même si on sait que la santé fait partie des préoccupations des Français, les Français n'ont pas voté en fonction de leur préoccupation qui est la santé. En plus, ils savent très bien que les gouvernements de droite et de gauche depuis 20 ans n'ont fait qu'une chose, c'est rendre plus difficile l'accès aux soins et renforcer les inégalités. Les Français ont voté en fonction des priorités qu'ils ont du moment, c'est-à-dire les questions de sécurité, les questions, disons, de pouvoir d'achat et les questions de précarité. Aujourd'hui, ils pensent davantage à une vision plus large d'avenir, en disant quel avenir on a. Et dans l'avenir, ils voient surtout un horizon bouché sur différents secteurs. Mais la santé, on le verra, c'est comme la deuxième ou troisième préoccupation des Français, et ça participe au sentiment d'abandon, c'est ce qu'on lit dans les sondages. Voilà, et je pense que ce n'est pas par rapport à la question de la santé, c'est par rapport, disons, comment les Français ont voté. Ils ont voté davantage en fonction des réponses, de ce qu'ils pouvaient trouver dans les programmes de santé concernant les questions... Le micro bien sur le menton, voilà. Les questions de la précarité et du pouvoir d'achat. Alors, Karine Bréau, enseignante-chercheur à Sciences Po, quel est votre regard sur le moment? En fin de compte, tout d'abord, merci pour cette invitation. Je pense qu'effectivement, il faut voir ça comme une transition vers un autre État. On a eu un vote sanction sur une manière générale, sur la politique générale. On a eu aussi des événements un peu différents de ce qu'on a connu dans l'histoire politique, puisqu'on a quand même un Rassemblement national qui est devenu populaire, puisqu'il y a eu un vote massif de toutes les catégories. Et puis, on a eu aussi un tropisme de gauche, pour reprendre les termes d'Axel Mussel du CEVIPOF. C'est-à-dire que les jeunes ont voté. Voilà, donc, et beaucoup d'étudiants. Donc, pour moi, la santé, c'est un objet politique et ça reflète surtout un état du vivre ensemble. Donc, effectivement, contrairement à ma collègue, je pense qu'effectivement, la santé, c'est un bien pour tous et quelque part, ça reflète les aspirations
mouvante de nos individus et de nos citoyens. Donc l'envie d'autre chose. Et vous pensez que les difficultés au niveau de la santé ressenties, à tout le moins, Oui. alimentent le vote pour le Rassemblement national? Alors, disons que l'accès aux soins, c'est effectivement l'un des aspects de la santé publique qui ressort dans tous les programmes politiques de tous les partis. Donc il y a aussi une cristallisation des acteurs autour de l'accès aux soins, mais on en parlera peut-être un peu plus tard. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Après, on a aussi l'environnement. L'environnement, la cause environnementale et la santé environnementale, c'est aussi ce qui transparaît dans nos partis, dans les programmes. Et ça, c'est intéressant. Ce sont pour moi des marqueurs sociétaux dont il faut effectivement prendre conscience. C'est-à-dire que les citoyens sont, comme vous le dites, peut-être abandonnés ou un sentiment d'abandon, mais peut-être que parce qu'ils sont privés d'un accès aux soins et effectivement d'une contribution peut-être plus massive à la cause environnementale, par exemple. D'accord. Guillaume Bailly, jeune médecin, futur cardiologue, quel est votre regard sur la situation actuelle par rapport à la santé, qui joue un rôle ou pas un rôle important? On vous écoute. Non, ça joue un rôle fondamental et je m'inscris complètement dans ce qui vient d'être dit. Je pense que l'accès aux soins a cristallisé beaucoup de tensions. Il y a une certaine forme de rupture entre les professionnels de santé, en premier plan les médecins, et la population générale. On a pris le problème par les mauvais côtés, par les mauvais angles. D'une part, on a dit aux médecins, vous allez aller dans les déserts médicaux, etc. Et d'autre part, on a dit aux professionnels de santé qu'ils ne pouvaient pas bosser ensemble, qu'on ne pouvait pas pousser non plus dans une collaboration. Je prends l'exemple des IPA, par exemple. Les IPA, ça a été vu comme une menace. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas peur de le dire, il faut faire confiance à ces nouveaux professionnels de santé qui permettent d'élargir un petit peu l'accès aux soins. Et d'autre part, aux Français, on leur a dit, mais attendez, les professionnels de santé, au premier lieu, les médecins, n'ont pas cette solidarité nationale. Ils sont là pour leurs études, pour leur qualité de vie, et ils ne veulent pas vous soigner. Donc forcément, quand on met tout ce petit monde autour d'une table, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc il y a un climat de défiance qui se crée. Et aujourd'hui, que font les partis politiques? Ils utilisent ce climat à leur avantage. Ils mettent en premier lieu que l'accès aux soins, ça se joue par des mesures de coercition. Donc c'est un élément qui résonne dans beaucoup de Français, mais qui aujourd'hui ne fonctionne pas. On va en discuter, je pense, probablement. Absolument, on verra, parce que bon, pour caricaturer un peu, on va voir un peu la responsabilité de chacun, les pouvoirs publics, les professionnels, les patients, les citoyens, pour pousser le débat. Pascal, peut-être Odile maintenant. Odile, donc Odile, BVA a fait un sondage très intéressant, très fouillé, et vous allez nous en donner les résultats. Voilà, donc le contexte général quand même, c'est un contexte terrible de défiance du gouvernement en place. On a toujours pareil, notre baromètre de cote de confiance dans le gouvernement en matière de santé, on est toujours au score le plus bas, c'est étal depuis des mois et des mois à 26%, et c'est confirmé aussi par un autre sondage de BVA de notre département politique, qui place la cote de confiance à Emmanuel Macron à 26%. Donc on est dans même on peut dire une forme de détestation qui a cristallisé. Ça, c'est le fond, le paysage de fond. Ce qui a motivé le vote, on les a interrogés sur ce qui a motivé le vote. Alors on a, quel que soit l'institut, IFOP, Ipsos, les 3 I de Jérôme Fourquet qui ressortent, inflation, immigration, insécurité, ça a été dit. Le pouvoir d'achat domine notre sondage avec 59%. Dans pouvoir d'achat, il y a pouvoir. Alors, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, j'y reviendrai après. L'immigration, 32%. Sécurité des biens et des personnes, 29%, à égalité avec la santé. Dans notre sondage, on a aussi la santé qui sort à 29% des préoccupations. Un peu plus pour les femmes, 33%, parce que c'est elles qui s'occupent des prises de rendez-vous, de l'accès aux soins dans les familles. Et puis ensuite, ça décroche un petit peu les retraites 21, les impôts 17, l'environnement 17, qui recule un petit peu aussi dans tous les sondages. Mais le lien environnement-santé est établi. Il y a plein de sondages qu'on a fait d'ailleurs ensemble qui le prouvent. Donc aujourd'hui, il y a une forme globalement de peur. Je pense que la société est tétanisée par la peur et que les partis ont soufflé sur les braises. Donc, si vous voulez, même il n'y a aucun parti aujourd'hui qui n'a parlé d'une nouvelle voie possible, qui n'a redonné de l'espoir, alors que la santé est un thème qui rassemble. Parce qu'on est tous égaux devant la maladie, qu'on a tous besoin de soins. Il y a des maladies chroniques galopantes, tous les foyers sont touchés, etc. Donc je ne comprends pas pourquoi nos responsables politiques de tous bords n'ont pas pris ce thème qui est
qui fait partie des préoccupations clés, qui est rassembleur et souffle sur les braises, parce que finalement, s'opposer sans proposer est assez stérile. Et on a du coup, ça ne fait qu'alimenter la peur. Et la peur est instrumentalisée, y compris par les partis de gauche qui font peur face à l'extrême droite qui monte. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On nourrit la bête. On ne la calme pas, on la nourrit. Donc ça, c'est mon point de vue général. Puis il y a des points de vue plus particuliers sur la santé. Alors, l'autre point important, c'est que les Français jugent à 79%, donc c'est ce que je disais à l'instant, qu'on n'a pas assez parlé de santé dans cette campagne. Voilà, ils auraient aimé qu'on leur en parle plus. Hein. Après, on a quand même une société aujourd'hui qui est très fracturée, qui est très divisée, mais il faut garder en backup, quelque part, que cette division, elle est activée par les partis. C'est comme un marketing, hein, ils tirent chacun les marrons du feu, etc. Parce que là, sur les priorités de nos concitoyens, on a le bloc de gauche. Les gens qui ont une... On n'a pas posé des intentions de vote, hein, on était un peu loin des élections, et puis ça a été déjà fait par ailleurs, mais les gens qui ont une proximité partisane des partis de gauche, donc l'équivalent du nouveau Front populaire, ils placent dans le trio des premières préoccupations le pouvoir d'achat, qui est partout, hein, 46%, mais santé et environnement à 33%. Renaissance et ses alliés, pouvoir d'achat 47%, sécurité 31%, dette publique 28%. Donc eux, ils ont voulu mettre l'accent sur la crédibilité économique, on va dire. Et puis la droite et l'extrême droite ont exactement le même trio, hein, c'est les 3 I dont je parlais tout à l'heure, avec des pourcentages différents. Pouvoir d'achat 59 à droite, 68 à l'extrême droite. Donc les voteurs de l'extrême droite, c'est des préoccupations de fin de mois. On est vraiment dans ce sentiment de déclassement, de peur de manquer, d'anxiété profonde de manquer. L'immigration, 47%, 62% chez l'extrême droite. Bon, à un moment, c'est la faute à qui? C'est la faute à l'autre. Bon, les gens ne vont pas au bout du raisonnement. On est toujours l'autre de quelqu'un. Et puis la sécurité, 33% pour la droite et 42% pour l'extrême droite. Donc les gens qui votent extrême droite sont quand même des gens qui ont un sentiment de déclassement, de perte de ce qu'ils étaient, d'abandon qu'il faut prendre en compte. Et surtout, ce qui semble aussi sortir des enquêtes, c'est que le vote Front National, qui a longtemps été un vote de protestation, de contestation, est en train de devenir un vote d'adhésion. Alors on peut se poser la question du pourquoi. Pourquoi il y a une adhésion, puisqu'on n'a pas 40% de xénophobes dans ce pays? C'est pas vrai. On le voit tous les jours dans son quotidien. Il y a ce sentiment d'abandon et l'envie de retrouver une famille, de retrouver un collectif. Beaucoup de nos concitoyens sont un peu perdus dans le libéralisme culturel, le wokisme. Ces choses-là sont un peu inquiétantes plutôt que rassurantes. Donc ça fait aussi partie, si vous voulez, du panorama. Il y a un vote aussi. Le Rassemblement national a fait... le parti a mis en avant les 3 premières préoccupations clés. Hein. Ça a été leur truc de campagne. Et sur donc, la santé, oui. Et la santé... Tout le monde en parle effectivement sur l'aspect accès aux soins, qui est le point qui cristallise le plus et notamment dans les zones rurales où on vote beaucoup RN, etc., où il y a ce sentiment d'être abandonné, où effectivement c'est l'accès aux soins qui sort comme une priorité. Alors là, je vais laisser les autres personnes parler, mais chaque parti a ses solutions, en sachant qu'on sait tous ici que la solution n'existe pas et que c'est une mosaïque de mesures à mettre en place, mais surtout sur la concorde et sur la coordination et la collaboration et l'alliance thérapeutique entre les soignants, les patients. Donc là, on est à l'opposé, je dirais, des valeurs de l'extrême droite. Odile, voilà. Je me suis demandé dans ce sondage, il faudra que toutes et tous qui nous regardez, vous l'analysiez bien, il est extrêmement riche et intéressant, avec des constantes d'ailleurs, puisque vous avez depuis plusieurs années, depuis que les contrepoints existent, vous analysez sous forme barométrique l'état de la perception par les Français des gouvernants, et notamment de ceux qui
gouverne notre pays et la santé en particulier. Donc c'est extrêmement riche. Il faudra pousser probablement l'analyse. Je me suis demandé si dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, où l'offre de santé est quand même meilleure, à Paris, dans les grandes villes, où on voit qu'il y a moins de votes extrêmes, est-ce que ça pouvait être lié effectivement à cette question qui nous taraude, celle de l'offre de soins. Nous n'avons pas à Paris, malgré tout, de grandes difficultés pour nous faire soigner, etc. Et on vote moins les extrêmes. Quelle est votre analyse? Alors, la santé, dans le vote, là, elle a été mise au second plan. Non pas qu'elle soit, on le voit bien, elle est très importante pour les gens, sauf que les partis n'en ont finalement assez peu parlé, l'ont peu mise en avant, alors que parce que c'est un élément rassembleur, justement, l'accès aux soins, et que tout le monde, quand on réfléchit 2 minutes, et nous tous ici, on sait bien qu'il y a des solutions qui existent, qui sont à mettre en place en complémentarité, qu'il n'y a pas une mesure qui s'oppose à une autre. Et donc, ça n'a pas été évoqué, tout simplement, je trouve. Il y a eu quelques petites propositions de ci, de là, mais c'est vrai, il n'y a pas eu de grands discours. Pas mise en avant. Absolument. Voilà. Alors, ce qu'on vous propose avec Pascal, c'est de débattre sur un peu responsabilité et conséquences. Alors, sur responsabilité et conséquences, alors souvent les pouvoirs publics sont mis en cause. Alors on verra après les professionnels de santé, les patients, les citoyens. Alors on fait porter la responsabilité sur les pouvoirs publics d'aujourd'hui, alors que le numerus clausus le plus bas, c'était au milieu des années 90. Alors comment vous expliquez cette focalisation? Est-ce que c'est pas un peu simpliste? Et puis après on verra responsabilité et conséquences pour les autres professionnels de santé. Qui veut répondre? Rachel Baucher? Écoute, moi je dirais simplement 2 chiffres. 2 chiffres. 7 ministres de la Santé en 7 ans, et un ministre de l'économie. Je veux dire, quand on voit votre sondage, bon, on comprend que, non seulement la santé n'était pas prioritaire, il n'y avait pas plus de politique de santé, je dirais non seulement le secteur est abandonné, mais on a l'impression qu'il y a une impuissance politique, voire, je dirais même, une incurie politique. Deuxième élément, deuxième chiffre, c'est on est passé, il y a, disons, dans les débuts des années 2000, quand Guillaume commençait, voilà, et sa scolarité, on était les premiers dans le système de santé, je vous rappelle, grâce aussi au fait qu'on avait un double système public-privé. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de faire fonctionner ce double système public-privé. Dans la salle, il y a différents acteurs que je connais bien. On n'est pas là pour se combattre les uns les autres, on est là pour essayer d'en faire une complémentarité. On n'a pas les moyens de faire fonctionner ce double système, et aujourd'hui on arrive à plus de 15e, on est au plus de 15e, parce qu'on a laissé faire. C'est-à-dire que je dirais, à travers ça, on voit, disons, cet abandon, cette incurie, et puis aujourd'hui, on va dire chacun, la responsabilité des politiques est pleine et entière, la responsabilité des soignants, je le dis, moi, à mes côtés, il y a des gens qui essayent, avec responsabilité, avec respect, d'assurer au quotidien les réalités hospitalières, et ça, c'est aussi bien valable, je le dis, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. D'accord, donc il y a une responsabilité politique, parce que bon, le système de santé est très politique, par définition, évidemment, au niveau de son organisation. Emmanuel Ruch, au niveau de la Société française de santé publique, quel est le rôle des... Alors, c'est un peu facile, c'est la faute des pouvoirs publics. Bon, c'est... Bon, non, alors, après... ne demande que ça, hein, de travailler avec les pouvoirs publics, ce qu'on n'a pas pu faire depuis 7 ans, où à chaque fois qu'on commençait, comme là on vient de recommencer, là, paf, ça change. D'accord. Alors, Emmanuel Ruch. Il y a bien sûr une responsabilité des pouvoirs publics, puisqu'ils portent les politiques de santé et ils les mettent en œuvre. Donc c'est leur responsabilité, et je dirais que c'est le principe d'un fonctionnement démocratique. Et, alors peut-être qu'on pourrait s'interroger sur le rendu de compte de la part des puissances publiques et des pouvoirs publics sur ce qu'ils font, comment est-ce qu'on peut évaluer, comment est-ce qu'on peut faire de l'analyse d'impact des politiques de santé au fur et à mesure du temps. Mais c'est vrai que c'est souvent un temps long, la santé. Et je voudrais juste revenir sur le fait que c'est vrai que la santé nous concerne tous, mais nous ne sommes pas tous égaux vis-à-vis de la santé. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le garder à l'esprit. Et je reprends juste une phrase du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé qui disait « La santé commence dans les conditions dans lesquelles nous sommes nés et avons grandi, dans les écoles, les rues, les lieux de travail, les maisons, les marchés, les sources d'eau, les cuisines et dans l'air que nous respirons. » Ça renvoie aux déterminants de la santé, à l'environnement, au mode de vie. Mais c'est très important de garder ça à l'esprit, parce que c'est un levier d'action qui est essentiel. On voit que dans le sondage, le deuxième levier d'action qui apparaît
apparaît essentiellement, c'est la question de l'accès aux soins. Et c'est vrai que nous ne sommes pas tous égaux vis-à-vis de ça. Moi qui suis dans la région centre Val-de-Loire, dernière région de l'Hexagone en termes de densité de professionnels de santé, eh bien oui, en fonction des lieux où l'on est, c'est parfois très difficile. Et effectivement, en être arrivé là, ça doit nous interroger sur notre responsabilité. Alors, à la fois celle des pouvoirs publics, mais notre responsabilité collective en tant qu'acteur. Ce que vous voulez dire, en fait, c'est que la santé, c'est pas simplement les pouvoirs publics de la santé, mais des pouvoirs publics de l'ensemble des ministères. Tout à fait. Hein, au niveau de la prévention, on le voit bien. Karine Bréau, au niveau Sciences Po, là, sur le rôle des pouvoirs publics, est-ce que c'est pas un peu facile? C'était ma question. C'est un peu... En fin de compte, il faut reprendre cette question par rapport au niveau d'échelle. On a parlé des individus, des citoyens, des soignants, des politiques, etc. On a vu, avec ce qui s'est passé dimanche, qu'il y avait un vrai engagement citoyen. Donc, il y a une participation. On a vu aussi que les aspirations des individus changeaient. Pourquoi? On parle d'un sentiment d'abandon, mais je pense que c'est plutôt un sentiment de frustration dû notamment aux conditions économiques. La hausse de l'inflation, la progression faible des revenus, etc., conditionnent une frustration de nos citoyens, qui est doublée aussi peut-être par un manque de reconnaissance. Le droit à, le respect qu'on leur doit, etc., parce qu'on parle d'accès aux soins, mais on parle de droit à la santé aussi. Et ça, c'est constitutionnel. Ça fait partie de notre pacte social et de l'État-providence. Donc je pense qu'il faut aussi se remettre aussi au niveau des aspirations de nos citoyens. Et vous avez raison, il y a des vraies inégalités sociales d'accès aux soins selon qu'on habite à la campagne ou à la ville. Et là, on arrive sur une question qui est très sensible, c'est la justice sociale. Et ça nous concerne tous, hein, c'est quelque chose de collectif. Donc je pense qu'on a déjà cette question-là à résoudre, c'est-à-dire comment on va améliorer le dispositif. Et vous avez parlé du numerus clausus. Je suis d'accord avec vous qu'il a été faible, mais il a été remonté récemment à plus de 20%. Je l'ai lu à travers un livre de Pascal Morel, d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ma question maintenant, et je me retourne vers les collègues médecins, c'est est-ce que 20% d'étudiants en santé, notamment un interne pas très loin, vont suffire à finalement couvrir les besoins de nos citoyens, qu'ils soient à la campagne ou à la ville. On passe de 8 000 à 16 000, mais en 2027. Est-ce qu'on y arrivera? Est-ce que ça va suffire? Oui. Et donc, Pascal, est-ce que ça va rétablir de l'égalité? Je voudrais que l'on revienne peut-être à ce qu'a dit Odile, c'est-à-dire que ces questions de santé devraient être des questions positives, rassembleurs, qui nous rassemblent, et en réalité, on les a, et c'est une question peut-être traitée trop techniquement et mal traité ou trop techniquement. Je voudrais, Odile, que vous nous rappeliez quand même comment a été fait, notamment pour répondre à Tarache Legal de France Culture, qui nous fait l'amitié d'être avec nous et de nous suivre, que vous nous disiez exactement comment vous avez fait ce sondage. C'est très important, ce sondage riche. Effectivement, c'est un sondage très classique, représentatif selon la méthode des quotas classiques, âge, sexe, catégorie socio-professionnelle de l'interviewé, région, habitat, de 853 personnes pour ce sondage. Voilà. Merci. Alors, justement, Pascal, on voulait aborder un peu, pour séquencer le débat, le rôle des professionnels de santé. Alors, on a vu les pouvoirs publics, ils ont une part de responsabilité, on en paie un peu, entre guillemets, les conséquences. Les professionnels de santé ne sont pas indemnes de reproches. Ils ne veulent pas travailler ensemble, ils ne veulent pas faire la coordination. Vous l'avez dit, Guillaume Bailly, ils ne veulent pas travailler avec les infirmières. Donc, chacun dans son silo, les professionnels de santé ont une responsabilité énorme, en particulier sur l'accès aux soins, sur la coordination, sur le partage de tâches. Est-ce qu'il n'est pas temps, tout de même, ça, avec Pascal, on en parle souvent dans les contrepoints de la santé, et avec Renaud Degas aussi, est-ce qu'il n'est pas temps quand même de prendre conscience que chacun restant dans son couloir, ça ne favorise pas l'accès aux soins, la coordination? À l'exception de Rachel, qui ne voit pas visiblement de responsabilité des soignants. Pas des psychiatres, pas des psychiatres. Allez-y, Rachel. Alors, Rachel, non mais est-ce que... Alors reprécisez votre pensée, Rachel. Rachel, alors Guillaume d'abord. La parole est à la défense. Attendez. Ou pas? Non. Vas-y. Non, mais... Tu te répondras après. Le micro bien là sur le menton. Voilà. Allez, je mets bien sur le menton. Non, mais je pense qu'on peut pas nier qu'on on s'est très souvent opposé à tout un tas de propositions par nos parlementaires et que d'ailleurs on proposait pas grand-chose derrière. Ça, c'est certain. Moi, quand j'ai vu le débat arriver des IPA, parce que c'est quelque chose sur lequel je rebondis particulièrement. Moi, une IPA, je travaille avec elle régulièrement en cardiologie à l'hôpital. Les infirmiers de pratique avancée. Voilà, tout le monde connaît, c'est des infirmiers ou infirmières qui ont fait des études complémentaires et qui peuvent avoir plus de responsabilités. Voilà, c'est 2 ans de plus et en fait, je reprends un peu le thème de la dernière édition. On est dans une médecine qui se surspécialise.
Et donc, on ne se marche pas sur les plates-bandes des uns et des autres. On a besoin d'une collaboration entre professionnels de santé. Et, pardon de le dire, je ne vais pas chercher de coupables idéaux ni rien, mais on n'a pas su, je pense, accueillir ces nouveaux professions de santé comme elles se devraient être. Oui, mais il n'y a pas que les EPA, Guillaume Bailly. Il n'y a pas que les EPA. Il y a les médecins spécialistes et les généralistes. Il y a les pharmaciens qui maintenant peuvent prescrire des antibiotiques. Ça aussi, il y a eu une levée de bouclier vis-à-vis de ça. Pardon de le dire, mais est-ce qu'on a réellement besoin de passer des mois et des années de débat là-dessus quand aujourd'hui, la vraie question, c'est comment on va soigner un cancer de la vessie dans une région comme la vôtre. Quant au numerus clausus, donc, on parlait effectivement de 16 000 internes qui allaient être formés. C'était une annonce. La question, c'est comment allons-nous former ces internes? Ce sont des professionnels de santé en formation. Avons-nous les capacités derrière de les former correctement? Enfin, un petit élément sur lequel j'aimerais je vous interromps tout de suite parce que ça, c'est la réponse qu'on entend souvent. Est-ce qu'on a les moyens de les former? C'est pas prendre peut-être le problème par le bon bout. Il faut avoir les moyens et il faut en former plus. Parce que même quand on voit la difficulté d'accès aux soins, bien sûr, il faut plus d'étudiants en médecine. Je te prends l'exemple de la 4e année de médecine générale qui a été annoncée, qui aura lieu bientôt là, en 2025. Nous n'avons pas le nombre de maîtres de stage universitaires. Donc peut-être faire les choses dans l'ordre. Juste un élément, après promis, je laisse la parole. La santé est censée être fédératrice. Prenez l'exemple de l'AME. Je ne vais pas m'ériger en expert de l'AME parce que c'est un sujet qui nous sensibilise tous, je pense. L'AME, quand vous prenez l'enquête Premier Pas de l'IRDES, 50% des gens qui sont éligibles à l'AME le demandent. Donc finalement, assez peu de gens le demandent alors qu'on devrait en avoir plus. Et les immigrations pour raison de santé, c'est environ 15%. Tout ce qui tord un peu le cou au DOM qui dit que les gens immigrent en France pour ça. Ou en tout cas que pour ça. Donc finalement, l'AME, c'est un sujet, mais ce n'est pas le sujet fondamental de notre société. Et ils l'ont érigé comme tel. Aujourd'hui, le fait que des soignants en sont à débattre sur une mesure qui, comme je viens de le montrer, ne concerne pas l'ensemble des gens qui devraient en bénéficier et qui n'a pas un impact énorme sur notre société, je crois que c'est de l'ordre d'1 milliard d'euros en termes d'investissement, ça prouve bien que la santé n'est pas devenue simplement un sujet fédérateur. C'est devenu un sujet politique à part entière et instrumentalisé et pour diviser... Surtout, Guillaume Bailly, que l'AME, c'est absurde, comme vous venez de le dire, et c'est inefficace parce que ces patients iront quand même à l'hôpital et ça creusera le déficit de l'hôpital, donc le coût sera là. Emmanuel Ruche, sur le rôle des professionnels de santé, alors vous êtes la Société française de santé publique, est-ce qu'il n'est pas le temps quand même de prendre bien en compte le fait que cette coordination, ce partage de tâches, ça avance pas assez vite? Rappelons quand même que sur l'AME, le Rassemblement national, s'il est au pouvoir, a parlé d'aide de très grande urgence. Soyons équilibrés. Oui, on reste à savoir ce que ça veut dire. Encore une fois, je pense qu'il faut, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, il ne faut pas focaliser sur l'AME. L'AME, ça touche un nombre restreint de personnes et ça participe à une assurance maladie qui concerne tout le monde et qui permet de protéger tout le monde. C'est en ce sens que c'est à la fois important et à la fois anecdotique. Mais c'est important pour le résultat sanitaire qu'on puisse bénéficier de ce dispositif-là parce que les professionnels de santé seront en difficulté s'il n'y a pas ce dispositif pour faciliter la prise en charge. Alors sur la question des professionnels de santé, je pense qu'il y a une responsabilité un peu collective des professionnels de santé. Soyons clairs là-dessus. Je pense qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises récemment en termes de délégation de tâches, de coopération interprofessionnelle, qui sont des avancées dans le bon sens. La mise en place des infirmières de pratique avancée, c'est des mesures qui sont dans le bon sens, mais c'est des mesures qui sont très tardives. Et quand on dit qu'on va rajouter 20% de formation de médecins, par exemple, demain, d'une part, ça va arriver très tard, et d'autre part, ça ne veut pas dire qu'ils vont s'installer là où on en a besoin. Donc ça ne résout pas nécessairement le problème des inégalités territoriales d'installation des professionnels de santé. Comment il faut gérer les professionnels de santé, justement? Vous dites, on peut en former plus, s'ils sont répartis d'une façon dans le désordre, ça ne va pas marcher. Alors, il faut mettre le point sur les i quand même. Alors, moi, je pense qu'il faut revenir aux besoins de santé de la population. Je pense que ce qui a été dit tout à l'heure par ma voisine, il y a des droits que nous avons inscrits dans notre législation, les droits des patients. Et le droit de l'accès à la santé, aux soins, est un droit qui aujourd'hui n'est plus assuré. C'est ce qui fait sans doute à la fois un peu la frustration, la colère pour un certain nombre de nos concitoyens. Donc il faut revenir sur cette question des droits.
Par contre, il ne faut pas dire, me semble-t-il, parce que c'est compliqué, qu'il n'y a qu'une mesure qui va résoudre ça. C'est installer, rendre obligatoire l'installation des jeunes médecins dans les territoires et déserts. Si on fait ça, ce n'est pas une réponse collective, ça. C'est une façon de mettre en opposition les professionnels de santé les uns avec les autres. Donc il faut déployer tout un ensemble de dispositifs. Ça commence à se faire, ça a été fait, mais le problème, c'est pas efficace pour l'instant. Ça va mettre du temps. Vous nous poussez à être peut-être, est-ce que c'est ça, pour vous comprendre, à être peut-être moins technique ou technocratique et peut-être plus général. Mais en revanche, pour votre spécialité de santé publique, c'est peut-être également une responsabilité de faire savoir de bien communiquer, de bien informer, de bien s'adresser aux citoyens et aux Français, ce que vous n'avez peut-être pas fait. Alors, collectivement, pas vous nécessairement, Emmanuel. Il y a bien sûr, encore une fois, il y a une responsabilité collective, et y compris de la Société française de santé publique, certainement, hein, dans la communication et dans le partage des préoccupations qui doivent être les nôtres sur la santé. Mais je suis membre de la conférence régionale de santé et de l'autonomie de la région Centre-Val de Loire. C'est une conférence qui est une instance de démocratie en santé. Le président... Il y a comme des pompiers, vous voyez. Oui. Le président a fait un débat il y a quelques mois à peine sur la question « Faut-il renforcer la régulation de l'installation des professionnels de santé en région Centre-Val de Loire ?» qui, je vous le rappelle, est la région où la densité est la moins forte de France en termes de professionnels de santé. Un débat qui s'est très bien déroulé. J'avais quelques craintes personnellement. Donc on avait l'ensemble des acteurs, patients, professionnels, collectivités territoriales, puissances publiques, autres organisations qui ont débattu. On a fait un vote à la fin qui est un vote purement indicatif. Les 2/3 des personnes présentes ont considéré qu'il fallait renforcer la régulation. Ça ne veut pas dire que... ça ne dit pas comment il faut la renforcer, mais il faut répondre à cette question fondamentale, c'est comment est-ce qu'on répond au droit à l'accès aux soins de nos populations. Il faut qu'on en soit convaincu collectivement, et il faut qu'on trouve des réponses collectives. Guillaume donc, Bailly, il faut respecter les droits, parce qu'autrement, ce n'est pas la peine, et c'est la défiance vis-à-vis des pouvoirs publics. Et deuxièmement, il faut organiser des espaces délibératifs où on puisse localement, quand je dis localement, c'est les territoires, les départements, les régions, où on puisse organiser le système de santé pour répondre à ça. Est-ce qu'on progresse dans cette organisation territoriale du débat ? Alors, je pense qu'il faut renforcer la participation de ces instances de démocratie en santé, de la société civile, des partenaires sociaux, dans le processus de délibération. Après, c'est au pouvoir public de prendre leurs décisions. D'accord. Qui veut intervenir ? Moi, j'aimerais bien revenir sur des éléments de réalité quotidienne. La première chose, c'est que là, depuis à peu près le Covid, il y a une diminution du nombre de séjours hospitaliers majeurs. Disons, la FHF a compté plus de 3,5 millions de journées. Une diminution du nombre de lits de 7 à 10%. Moi, je parle dans mon secteur public. Lié à quoi ? Lié au fait qu'il n'y a pas de professionnels de santé, qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont partis à la retraite. Peut-être aussi, mais ça, je n'accuse personne, mais les gens travaillent moins. Voilà, les gens travaillent plus à temps partiel. On a cet élément-là qui fait qu'on a une fermeture de lits, des hôpitaux, des turnovers de professionnels, faute de professionnels. Donc ça, c'est un élément majeur. Deuxième élément, il y a un nombre conséquent de maladies chroniques. Disons, vous savez à peu près, hein, disons, il y a 19 millions, disons 12-13 millions de patients qui sont sous ALD avec des maladies graves, concernant aussi bien la dépression que je connais bien, mais d'autres maladies, l'accident vasculaire cérébral, cardiovasculaire. Parlez bien au micro, sur le menton, voilà, comme ça. Différentes maladies chroniques graves, avec une population vieillissante. Mais ça, Rachel Bochet, le constat, on le connaît, oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les besoins sont en constante augmentation. On a un effet ciseau avec une diminution du nombre de professionnels. Je dis, oui, il y a une responsabilité politique pour l'année entière. Oui, il y a une responsabilité des professionnels de santé à un moment. Mais à l'heure où on est aujourd'hui, en 2024, on n'a pas de ligne claire au niveau politique, on n'a pas de priorité en santé. Donc là, bien sûr, on sait bien ce qu'il faut. Il faut, des professionnels, savoir où on met les professionnels, quelle organisation de soins.
et quelle mission. Mais là, c'est une politique de santé qu'on n'a pas, eue depuis 12 ans. Odile, on a laissé totalement... Odile Peixoto a des éléments de son sondage qui confirment ça. Voilà, absolument. Et simplement, le temps passe vite. Il faut qu'on regarde les réformes, enfin les lois en cours et qui pourraient être abandonnées, menacées, etc. Il faut absolument que nous pensions. On demandait donc aux Français ce qu'ils attendaient des députés nouvellement élus en matière de santé. Alors, il y avait tout un tas de choses qui avaient été listées. Sans doute, la liste mérite d'être élargie. Mais en tout cas, ce qui sort de manière massive, c'est des solutions pour avoir plus de professionnels de santé dans les territoires qui en manquent, 63%. Donc, c'est majeur. Meilleur financement de l'hôpital public, 54%. C'est vraiment les 2 points extrêmement saillants. Et après, il y a une palette de choses qui sont aussi très intéressantes à noter. Autoriser l'aide active à mourir, 27%, plus de moyens pour la recherche médicale, 17%, engager un vaste plan pour une meilleure prévention santé, 17%, éducation à la santé, former dès le plus jeune âge, 13%, investir davantage dans l'innovation médicamenteuse, l'innovation numérique liée à l'intelligence artificielle, 7%. Donc après, c'est plus marginal, mais tout ça pour dire que les Français ont conscience que c'est à chacun de faire sa part. La prévention santé, elle embarque aussi le citoyen. Alors, voilà. Toujours sur le thème responsabilité et conséquences, il y a aussi le rôle des patients et des citoyens. Le système de santé souffre aujourd'hui, l'accès aux soins est difficile, mais la relation patient-soignant a changé aussi, a évolué. Il y a plus d'exigences, parfois il y a de la violence. Par rapport à ça, est-ce que les citoyens, par rapport à l'offre, bon, on a quand même un système de santé qui est quand même assez encore performant si on le compare aux autres pays autour de nous, mais est-ce que la relation du patient et du citoyen par rapport au système de santé, est-ce qu'il n'y a pas trop d'exigences, qu'il n'y a pas trop de... Comment vous voyez cette évolution de la relation patient-soignant? Qui veut parler? Psychiatre, notre psychiatre préféré. Ce qu'il y a, c'est que moi je crois quand même dans une relation singulière, le patient reste toujours à l'écoute, comme le médecin à l'écoute du patient. Mais effectivement, il y a une évolution en termes de consommation de soins. C'est-à-dire quand on passe par Doctolib pour avoir un rendez-vous et quand on arrive devant le médecin, c'est pas du tout le même rapport que quand on a appelé la secrétaire du médecin comme auparavant on le faisait. Donc il y a une consommation de soins qui est aussi, on va le dire, en lien aussi avec une absence de compliance médicamenteuse. C'est-à-dire que les patients consomment des médecins, mais ne consomment pas forcément les traitements prescrits. Donc on a des phénomènes aussi d'effets secondaires par rapport à des traitements croisés. Et ça entraîne vraiment des situations extrêmement... Voilà. Est-ce que l'attente des patients et des citoyens est d'autant plus importante qu'il y a une certaine exigence, donc la déception est à la hauteur de ces exigences? Karine Bréon. Mais en fin de compte, le corollaire de tout ça, et on en a parlé avant, c'est le droit créance. C'est-à-dire que les patients, maintenant, ils exigent aussi d'avoir un service quelque part, une prestation. Et on a aussi dans des revendications, l'expression simple, c'est on veut un médecin à côté de chez soi, tout simplement. Et ça, on se rend bien compte qu'actuellement, et c'est pour ça qu'il y a un sentiment de frustration, ce n'est pas possible. Concrètement. Après, il y a aussi une évolution, je pense, du statut et de la vocation du médecin. On voit les jeunes générations. Du soignant, on peut parler aussi. Du soignant aussi. Oui. Hein. On voit chez les infirmiers, les médecins, des aspirations à d'autres modes de vie et aussi à d'autres types de formations, plus en lien avec l'international, l'universitarisation, les échanges, etc. Ils sont plus ouverts sur le monde. Donc, si vous voulez, il faut peut-être aussi travailler les représentations sociologiques, même des professions de santé qui sont mouvantes pour trouver après, et je suis d'accord avec Emmanuel Ruch, un dialogue social, une meilleure concertation. Alors pourquoi pas dans la démocratie sanitaire de proximité, je suis d'accord avec vous, mais fondamentalement, autour de la table, il faudrait dire, mais vous voulez quoi en fin de compte? Pour trouver au moins des compromis, et c'est en ça où on parle d'un nouveau modèle de justice sociale. Et là, on ne l'a pas dit, mais il faut dire les choses aussi, la santé a un coût. Et là, on sent bien que notre système économique, il est à bout de souffle. Oui, d'autant quand même qu'il faut dire que nous investissons beaucoup dans la santé, avec des déficits effectivement importants pour revenir. Et les gens n'en ont peut-être pas assez conscience, d'ailleurs. Sauf peut-être dans la recherche, où la recherche. Alors, un mot sur la recherche. Effectivement, le temps passe très vite. Et notamment, que vont devenir les grandes réformes? Alors, notamment la fin de vie, ça a été souligné. Alors, cette réforme de la fin de vie, votre avis, Karine et Emmanuel, peut-être.
Mon avis sur cette question-là, c'est qu'effectivement, ce qui risque de se passer, mais c'est juste une hypothèse, hein, c'est de revenir peut-être sur les premières réflexions avec un clivage peut-être plus gauche-droite, mais extrême-gauche, extrême-droite, et une opposition entre les pro-vie et les pro-choix. On peut arriver effectivement à finalement, peut-être pour certains, revenir à des réflexions antérieures. Une chose est sûre, ce qui est de l'accompagnement en fin de vie ne bougera pas. Et si je reprends les sondages depuis une trentaine d'années, moi j'avais fait ma thèse à Sciences Po sur le sujet, on a toujours eu effectivement une volonté de maintenir l'accompagnement en fin de vie, etc. Donc ça, je dirais que c'est de l'acquis. Après, tout ce qui avait été investi du côté d'une aide un peu plus libérale sur le droit de mourir, ça peut freiner. Le plan décennal, vous pensez, sur les soins palliatifs, ne sera pas remis en cause? Écoutez, Dans le pire des cas, on ne sait pas lequel est le pire des cas. Si je me base sur les sondages politiques des 40 dernières années, on n'a jamais remis en cause ce type de financement. Hein. Mais en revanche, la dernière réforme portée par ce gouvernement et Mme Vautrin ou Mme Firmin-Lebaudot, oui, allez-y, faisons le débat parce que là, on va terminer. Oui, c'est possible. Avec Alain Claes, des personnes dans la salle qui étaient là, disons Alain Claes, qui est l'origine, disons, lui, il a confirmé un peu ce que vous dites, c'est qu'il y a une évolution, une progression. On y a travaillé au niveau aussi de l'avis 139 du Comité national d'éthique. Ça n'évolue, disons, ça va continuer à évoluer. Alors, à la marge, mais au niveau des... disons, il y aura peut-être des éléments qui changeront, mais c'est que il n'y aura pas de retour en arrière. Karine et Emmanuel. Là. On va pas revenir sur le droit. On va pas revenir sur le droit à la sédation profonde et continue. On va peut-être retravailler sur les cas exceptions. Mais ça, les questions d'exception dans l'euthanasie, ça date même de 1991, à les premiers avis CCNE. Donc ce sera à la marge. Mais le socle soins palliatifs continuera. Emmanuel Ruch. Oui, et je partage tout à fait. Je pense qu'il y a eu une convention citoyenne, il y a eu un avis du CCNE, du Comité consultatif national d'éthique, sur la question des nouveaux droits en termes d'accompagnement en fin de vie et d'aide à mourir. Je pense que la réflexion continuera socialement et que c'est important qu'elle puisse aller à son terme. Et je pense aussi, bien sûr, que c'est très important que le droit à l'accès aux soins palliatifs soit effectif sur nos territoires, parce que c'est là aussi un droit de soulagement de la douleur en fin de vie, etc., qui n'est pas effectif aujourd'hui. Alors, il est dans nos codes législatifs et il n'est pas mis en œuvre. Et donc, effectivement, je pense que dans les mois à venir, etc., nous allons continuer à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour améliorer cela. Et c'est d'autant plus important qu'il y a ces nouveaux droits qui arrivent. Emmanuel Ruch, ça va dépendre un peu du gouvernement qui va arriver à la tête de la France. On ne peut pas dire que tout va continuer comme avant. On a quand même un vote des médecins qui va dans ce sens-là. Hein, mais ce n'est pas les médecins qui font la politique. Non, mais ils y participent. Citoyenne. La Convention citoyenne a plus de 90%. Un mot sur les politiques, parce que vous vous occupez de santé publique. Parce que ça va très vite, je suis désolé, maintenant on a pris trop de temps. Santé publique notamment et environnement, politique environnementale, c'est quand même très lié évidemment à la qualité de vie et de santé. Quels sont les risques que l'on peut courir ? Bien sûr que l'environnement a un impact sur la santé, un impact majeur, et que tout ce qui permet d'améliorer l'état de l'environnement participe à l'amélioration de l'état de santé de la population. Donc il faut pouvoir continuer les politiques en faveur d'un meilleur environnement. Je voudrais juste revenir sur ce que... Mais ça, c'est pas gagné quand même. Ah non, c'est pas gagné. On est bien d'accord, c'est pas gagné, mais ça fait des décennies que ce n'est pas gagné. Et je voulais revenir, il faut qu'on puisse parler un moment sur la santé de ce que dans d'autres pays, on appelle les déterminants commerciaux. Je pense qu'il faut qu'on arrive dans notre pays à expliciter quels sont les intérêts financiers et commerciaux qui influent sur la santé. C'est très important. Des exemples. Par exemple, le monde agroalimentaire sur nos modes de vie et de consommation alimentaire. L'alimentation trop sucrée, trop salée, le fait que nous soyons dans l'incapacité en France d'interdire les publicités en direction des enfants. Alors c'est pas facile, je ne dis pas que ce soit facile à faire, mais il y a des enjeux financiers qui sont très importants et qu'on retrouve, y compris dans le système de santé, où il y a de la financiarisation de certains pans du système de santé. Je pense à des activités plutôt techniques,
chimique, biologie, radiologie, où on voit des fonds de pension investir, parce que c'est des enjeux financiers pour eux importants, avec un retour sur investissement important. Donc est-ce que nous devons, nous, continuer à financer ces bénéfices, entre guillemets, au travers de notre collectivité? Oui. Et en fonction des différentes possibilités de formation de gouvernement, est-ce qu'il y a des risques plus importants? Alors notamment d'ailleurs les médecins étrangers, je voulais avoir avant, il y a quand même beaucoup de médecins, enfin il y a des médecins qui s'inquiètent, notamment les PADU, ce qu'on appelle les PADU, les médecins étrangers. Est-ce qu'il y a un avis là rapide Guillaume Bailly. Guillaume. Les médecins étrangers, quel est leur avenir que ce dans soit les notre beau PADU, pays? les FFI, bon, l'avenir c'est pas moi qui ai écrit, ça va être les urnes dimanche prochain. Mais force est de constater que ces gens-là, ils partagent notre quotidien en fait. Et ce qu'on se disait, ce qui est le plus difficile pour eux, c'est qu'ils n'ont pas de réponse. C'est pas tellement de se dire que ils sont légitimes, pas légitimes. Là, il y a des examens qui sont faits pour évaluer leurs connaissances. On sait qu'ils sont bien évidemment pas parfaits, mais c'est la question que ces gens-là qui aujourd'hui font tourner nos hôpitaux de manière certaine peuvent se retrouver du jour au lendemain sans validation et puis avec une invitation de quitter le pays. Et il y a rien donc ça serait pour l'hôpital, ça serait dramatique. Ce serait dramatique. On tourne grâce aussi à ces médecins étrangers. Grâce à ces médecins étrangers. Et donc il faut leur donner des réponses, tout simplement. On va écouter Renaud Degas maintenant. Renaud Degas, le contrepoint de Renaud Degas. Oui, bonjour à tous. Alors le débat était très riche, mais il y a une chose qu'on constate, il y a, je trouve, une articulation il me semble, à trouver entre le débat technique, vous avez évoqué beaucoup de solutions qu'on connaît déjà, mais qu'on n'a pas forcément mises en place, etc. Et un point que Marcel Bauchet, Monsieur Ruch, Rachel, excusez-moi, Bauchet et Monsieur Ruch, vous avez évoqué, c'est peut-être le manque d'inscription du système de santé ou dans sa réforme dans une vision plus large, à la fois de santé publique, mais aussi, j'ai envie de vous poser cette question, est-ce qu'on est bien clair aujourd'hui? Est-ce qu'on parle, quand on parle d'accès aux soins, etc., est-ce qu'on parle d'un pays qui a les moyens de répondre aux droits des citoyens qu'on leur a donnés? Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une situation où c'est un pays qui a un passage avec un trou économique et ça sera reparti derrière? Et dans ce cas-là, c'est un certain type de discours. Ou est-ce qu'on est sur un pays qui est en déclassement par rapport aux puissances économiques mondiales dominantes et que donc il faut aussi adapter un discours sur peut-être moins de moyens et l'optimisation des moyens. Et j'ai l'impression qu'on flotte entre les deux et que ça participe beaucoup du malaise de la population qui ne sait pas si c'est passager ou si c'est durable, ce problème très concrètement d'accès aux soins. Mais en fait, derrière, il y a tout ce que vous avez évoqué. Est-ce qu'on a les moyens de ces ambitions? Alors, un petit tour de table. Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'il faut plus d'argent ou est-ce qu'il faut mieux dépenser? C'est un peu ça. Est-ce qu'il y a un avenir qui peut être meilleur? Il y a forcément à bien vérifier la bonne utilisation des fonds, des moyens collectifs que l'on met dans le système de santé, bien sûr, et au sens large, c'est-à-dire à la fois dans les autres politiques qui influent sur l'état de santé. Et ça, c'est un élément important. Je pense qu'il faut voir la santé comme un investissement. Il faut bien être clair là-dessus. Avoir une population en bonne santé, c'est un investissement économique aussi. Pas qu'un investissement dans le bien-être, bien sûr, et c'est en ça qu'on le préserve, mais c'est aussi un investissement économique. Karine Bréau. Moi, j'aimerais qu'on se remette du côté plutôt de la santé globale et de la santé mondiale, parce que tout ça est lié. En France, on est bien moins doté en termes de financement pour la recherche, clairement, par rapport à l'Allemagne ou à d'autres pays. Et on sait qu'il y a un lien entre la formation, la recherche, la valorisation, etc. Et donc, aussi, les besoins en santé de nos citoyens. Donc, il faut aussi réfléchir sur l'alignement. C'est comme l'environnement, on a aussi beaucoup de textes internationaux qui mériteraient d'être appliqués en droit français, et notamment sur le... Mais Karine Bréau, c'était est-ce qu'on a les moyens? Parce que là, vous dites qu'il faut mettre plus d'argent dans la recherche, mais dans le système de santé, est-ce qu'on a les moyens de mieux l'organiser? Alors après, je pense qu'il faut faire une refonte du système de santé, revoir effectivement les distributions et les allocations de ressources en fonction des finalités. Quand vous regardez les programmes politiques, d'un côté, on vous parle d'un plan sur l'endométriose, de l'autre, on vous parle d'une mutuelle à 1 € par jour. On a beaucoup de mesures, mais on n'a pas encore une structure pour porter toutes ces mesures. Un mot sur l'Europe, là, et notamment à ce niveau de notre débat. Nous savons que l'Europe nous apporte notamment en recherche, en innovation, des éléments tout à fait importants. Il y a, je ne sais plus, une soixantaine d'ailleurs d'universités qui sont européennes, avec des contacts européens et mondiaux, internationaux. Est-ce que là, il pourrait y avoir des remises en cause, votre position, vos inquiétudes? Guillaume aussi, peut-être, qui fait de la recherche?
Oui, je vais laisser la parole à Guillaume, mais je pense qu'effectivement, on ne reviendra pas sur des citoyens du monde et des chercheurs et des étudiants du monde. Hein. Donc il faut aussi continuer l'internationalisation. D'accord. Toujours sur la question des moyens, c'est assez fondamental quand même. Rachel Boget, est-ce qu'il faut mettre beaucoup plus d'argent ou est-ce qu'il faut mieux dépenser? Je prendrai un exemple, celui du Covid. Quand il y a eu une pandémie, on a dit tout le monde va se mettre au boulot, tout le monde s'y est mis. Je veux dire, pas une personne à manquer. Ce que je veux dire, c'est tout à l'heure, en défendant les professionnels, mais dont j'en fais partie, je pense que si on leur donne une direction, si on leur donne un objectif, les gens iront. La seule chose, c'est qu'on est dans le brouillard. Deuxième élément que je voulais dire, vous évoquiez santé publique, santé globale, santé mentale. Bien sûr, je ne peux pas ne pas le dire. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur la question des déterminants de santé, la question des maladies les plus importantes au XXIe siècle. 5 sur 10, c'est des maladies mentales qui coûtent extrêmement cher. Quand on voit le nombre 23 milliards en France. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, si on vient au niveau de la prévention, c'est-à-dire il faut organiser, il faut prévenir et il faut donner des directions. Rachel Bocher. Et je pense qu'on aura les moyens de nos ambitions. D'accord, on voulait parler de la prévention, vous en parlez, c'est très bien, mais on ne peut pas parler de tout. La santé mentale, c'est un bon exemple, c'est un énorme problème après le Covid, c'était déjà avant. 2018, feuille de route santé mentale, où il y avait tout. Et pourquoi 5 ans après, 6 ans après, ça ne marche pas? Non, il n'y avait pas grand-chose. Alors là, il faut faire un autre contrepoint. Parce que santé mentale... Moi, j'ai fait un très grand colloque sur ville et santé mentale. Justement, j'insiste sur ce que vous avez dit. Parlez bien dans le micro, là. Les déterminants de santé, sur la question de l'interministériel, parce que justement, il faut travailler sur... C'est toujours pareil, travailler ensemble. Ouais. Non, oui, bien sûr, travailler ensemble. Et puis, il y a des possibilités de... Je vous donne un exemple, si j'ai le temps. Disons, au niveau de la Sarthe, excusez-moi. Voilà. Au niveau de la Sarthe, il n'y a plus de professionnels, il n'y a plus de lits. Les patients viennent, font 200 km, sont hospitalisés dans mon service, où finalement, il n'y a aucun suivi après. On les soigne ponctuellement, ils retournent là-bas après. Donc après, ils rechutent, donc après, ils reviennent. Donc je veux dire, on les soigne pour rien. C'est-à-dire aussi bien pour leur santé à eux, que nous, au niveau de nos dépenses... C'est une question d'organisation, de coordination. Donc, effectivement... On arrive au terme. Alors, on va continuer. Non, mais c'est fondamental, c'est important. Guillaume Bailly, et puis Odile Peixoto, vous voulez nous donner des éléments aussi. Peut-être pour ce regard d'avenir, je pense qu'on est un grand pays de santé, un grand pays de recherche, qui c'est pas la première crise qu'on traverse, et qu'on a toujours réussi à travers notre histoire à relever la tête. Donc ça, c'est un élément positif, je pense qu'il fait bien entendre. Je n'ai aucun esprit de défaite. Maintenant, concernant le diagnostic financier, il y a un élément qui est absolument gratuit, c'est redonner confiance aux professionnels de santé et dans les professionnels de santé. C'est vrai qu'on n'a pas pu passer outre toutes ces réflexions, ces sorties politiques qui venaient à attaquer les médecins sur une certaine forme de corporatisme médical dont ils faisaient preuve. Tandis qu'on rappelle, les études de médecine rapportent de l'argent à l'État, elles n'en coûtent pas. Voyez. Donc c'est vrai qu'au bout de 10 ans, un médecin est en mesure d'avoir, non pas des exigences, mais en tout cas une conciliation de sa vie professionnelle. Ce qui ne va pas, bien évidemment, à l'encontre d'une collaboration et d'une certaine forme aussi de responsabilité que nous avons en tant que médecins, qui est de travailler, comme je l'ai dit, avec les professionnels de santé. Et pour répondre à la question de tout à l'heure sur la place des patients, qui deviennent de plus en plus prépondérants dans la prise en charge, on parle de patients experts, il faut les intégrer. Et là, encore une fois, les patients se connaissent, écoute le patient, il te donnera le diagnostic. C'est comme ça qu'on a été élevé. Mais réellement, donner confiance et redonner confiance aux professionnels de santé, c'est gratuit. Mais ça Guillaume, coûte pas d'argent. Oui, mais c'est difficile quand même. Oui. Est-ce que le corporatisme médical n'est pas un frein quand même? Mais je pense qu'on va s'entendre avec Rachel. En fait, il y a une volonté d'excellence de notre métier, quel qu'il soit, parce que on l'a bien rappelé, on côtoyait les meilleures places dans les classements internationaux, que ce soit en recherche. On a des prix Nobel de médecine quand même régulièrement. On est une grande nation de recherche, on est une grande nation de santé. Et le corporatisme? Et le corporatisme médical, c'est... moi, je ne parlerai pas de corporatisme, je parlerai juste d'une alliance de professionnels de santé. On pourrait... Vous voyez, enfin, juste la profession médicale, dans ce cas, on pourrait dire qu'il y a 44 spécialités et que les 44 spécialités défendent aussi l'intérêt. Donc, est-ce qu'on parlerait de corporatisme dans un corporatisme? Non. C'est simplement que chacun a sa façon de faire son métier, sa médecine. Ce que Philippe veut dire, c'est que l'on a peut-être perdu le fil de l'essentiel. Mais on va conclure notre débat. Non, on n'a rien. Odile, il faut terminer notre débat. Ton micro pour Odile.
Oui, juste pour terminer, l'histoire des millions, des milliards même, du financement, quand on écoute là les économistes selon le board où ils parlent, c'est très bien financé, c'est pas très bien financé, il y a des 150 milliards de partout. Je pense que l'argent n'est pas un problème, je suis d'accord avec vous, quand on veut, on peut se donner les moyens, on est encore un pays qui a beaucoup de ressources. Il y a quand même un problème de fond. Et c'est un autre sondage qui est sorti en juin là, de BVA, Fondation April, auprès des jeunes. Je voudrais finir sur les jeunes. 9% de nos 18-25 ans ont déjà fait une tentative de suicide. Vous vous rendez compte? Alors, c'est ça, voilà. Redonner espoir aux jeunes. Il y a des mots, vous voyez, qui m'ont énormément heurté dans cette campagne. L'écologie punitive. Mais comment on peut dire ça encore aujourd'hui, quand les liens entre environnement et santé sont avérés? Que tout, enfin voilà, il y a une aspiration à la santé, à l'espoir et au vivre ensemble qui est forte dans notre pays, quel que soit le résultat des urnes. C'est simplement l'instrumentalisation et les mots valises qui en fait instrumentalisent cette peur et ce stress qui nous ronge. Donc redonner espoir, redonner confiance, oui. Et plus de solidarité, parce que notre santé, notre système de santé, c'est un système solidaire, unique au monde, auquel tous les Français tiennent. On ne peut que conclure. Et remercier tout particulièrement, oui. Et on voulait lui laisser la conclusion de Odile. On voulait dire, en terminant, que Odile va nous quitter, puisqu'elle va partir vers d'autres lieux, d'autres cieux. C'est 7 ans de collaboration. Odile, c'est 7 ans de collaboration, c'est 7 ans d'amitié. Nous sommes extrêmement sensibles à tout ce que tu as fait avec nous et nous te souhaitons le meilleur. Odile part à la retraite, hein, évidemment. Elle sera remplacée par un autre spécialiste des sondages, parce qu'il y aura bien sûr d'autres contrepoints. Je voulais te dire, d'ailleurs, Odile, j'ai quelques phrases pour toi. Il vaut mieux se fier à un cheval sans bride qu'à des politiques sans ordre. C'était Théophraste. Cette phrase t'est destinée. Tu es une grande amoureuse des chevaux. Et donc tu vas d'ailleurs nous quitter pour des chevaux. Et je crois que tu verras que l'air du paradis est celui qui souffle entre les oreilles d'un cheval. Une autre phrase pour toi. On voulait donc te dire le meilleur et te remercier beaucoup pour cette collaboration que tu as eue avec nous pendant cette année. On aura retenu que en complément de tes 3 I que tu avais cités, nous retenons 3 V, vitalité, volonté, mais vigilance. C'est ce que nous avons voulu faire ce matin avec nos amis ici réunis au Café de Solferino, une belle adresse parisienne. Je voulais donc montrer que nous avons voulu montrer que nos sujets de santé, nos sujets politiques étaient des sujets essentiels et que vous avez les soignants auxquels nous nous adressons ont des droits, mais aussi des devoirs, tout comme d'ailleurs nos confrères journalistes qui nous suivent. Et nous les remercions d'être fidèles. Ils ont aussi le droit et les devoirs de bien informer, notamment sur nos sujets de santé. Les journalistes qui sont avec nous ce matin le savent tout particulièrement, puisqu'ils sont spécialisés souvent sur nos questions de santé. En tout cas, ça les intéresse. Voilà, nous nous retrouverons donc maintenant à la rentrée. Nous vous souhaitons à tous et à toutes de bonnes vacances. Bonnes vacances, Philippe, malgré tout. Bons Jeux Olympiques. Et on se retrouvera rapidement. J'en profite donc pour remercier pour tous et toutes nos équipes. Françoise Millet, évidemment. Bonnes vacances aussi, Françoise. Nathalie Rattel, Emmanuel T, Hugo et Nathan à la technique. Nous remercions nos amis de la veille des acteurs de la santé, ceux de Hortus et de LDC Santé. Donc, et puis, nous remercions également nos partenaires. Nous leur demandons de nous suivre encore plus à partir de la rentrée et toute cette année. Nous aurons beaucoup de choses à voir et à surveiller dans le fond et à analyser. Merci donc à nos partenaires BVA, le groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et CARE. Voilà, je crois que l'on a tout dit. On se retrouve tout début septembre. Ce sera un autre monde, mais nous l'analyserons avec toujours, je l'espère en tout cas, de l'enthousiasme, de la volonté, de la vitalité, mais aussi de la vigilance. Et bel été, bravo. Bel été.